Alors, bienvenue à la Ligue des Cinévores. Je suis Mathieu, je suis avec mon collaborateur Max. Alors, comment vas-tu, Max, aujourd'hui? Ça va super bien, et toi, Matt? Oh, je te disais que je vais bien, mais pas mal fatigué. Une longue semaine derrière moi. Écoute, j'ai beaucoup travaillé. Je pense que j'ai une semaine bien remplie. Je sais pas, ton bar, ça a été bien rempli. Une semaine mouvementée avec des amis. On profite de la fin d'été avant les cours. Ah oui, il faut en profiter les derniers jours qui nous restent. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite s'attaquer à nos chroniques. Les chroniques. Alors, débutons avec nos chroniques. La première chronique de cette semaine, comme à chaque semaine, c'est qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine. Alors, Max, je vais te laisser commencer. Qu'as-tu écouté cette semaine? Cette semaine, j'ai été plus cinéma que série. Je vais commencer. J'ai vu Au cœur de l'océan avec Chris Hemsworth et Tom Holland. L'histoire d'une série de Moby Dick. Parce que tu as dit, c'est un remake, je crois. C'est pas un remake, c'est un film inspiré de l'œuvre de Moby Dick. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment, c'est bien. C'était plate parce que ça a été un flop au box-office. Ouais, malheureusement, il n'est pas rentré dans son budget. J'étais pas au courant, j'ai pas été attiré par ce film-là, personnellement. J'ai pas trouvé ça très intéressant. En toute franchise, j'étais super écran sur demande et j'avais pas de choix. Je savais pas quoi écouter, j'ai pas une chance et je l'ai écouté au complet. Ah, ben, des fois, on fait des découvertes, hein. Je peux comprendre ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vues à part ça? Oui, j'ai écouté Le Juge avec Robert Downey Jr. Oui, je l'ai vu, ça aussi. J'ai quand même trouvé ça bon comme film, là, je sais pas toi. Ouais, avec Robert Duval qui tient encore la route. Ouais, effectivement. Il est un peu magané, ce bonhomme, mais non, Ouais, sérieusement, Robert Downey Jr., il a tout son charisme, puis Robert Duval, tu le vois que le gars, maintenant, on arrête sa cravate. Non, sérieusement, c'est un bon film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. Ah, ok. Moi aussi, j'ai trouvé ça, c'est quand même bon film. Je pense un bon moment quand je suis au cinéma. Écoute, je suis allé voir d'abord parce que l'acteur principal, c'est Robert Downey Jr., puis c'est un acteur que maintenant j'affectionne quand même beaucoup. Même si beaucoup trouvent qu'il est irritant parce qu'il est toujours fraîchi, là. Je sais pas si toi, tu le trouves irritant, là, mais... Non, vraiment pas. J'aime ça personnellement. Ouais, c'est ça. Fait que je suis allé voir pour ça, puis j'ai pas regretté. C'est un bon film. Sinon, ouais, c'est ça, tu veux autre chose? Ouais, c'est ça. Pour finir, j'ai écouté un troisième film. J'ai recommencé Le Parrain. Oh, le grand classique. Ouais, en fait, je vais vous faire bref. Il passe à Télé-Québec. Ah! Et je me suis dit, ben, je vais l'écouter. Et finalement, je vais écouter au grand complet. Tellement captivant, le film, il n'y a pas oublié de miette. Les acteurs sont encore excellents. La mise en scène est encore excellente. Ah, oui. Et toutes les scènes marquantes, tous les dialogues, c'est marquant. C'est un chef-d'œuvre. Écoute, j'ai lu quelque part, c'est dans le top 10 des meilleurs films américains. Ben, selon le RFI, il est le 4e meilleur film de toute l'histoire de cinéma. Ah, ça vaut le coup. Je l'ai vu 3 fois dans ma vie, puis à chaque fois, je m'attends pas de le voir. J'ai le coffret chez vous. D'ailleurs, tu me donnes le goût de l'écouter. Mais je compte de taper aussi le 2 et le 3. D'ailleurs, je voulais amener, je ne dis pas comme ça avant qu'on continue, mais je fais tout le temps comparaison entre Le Parrain et Paramount, parce que je trouve que, ben, personnellement, là, peut-être tu partages pas ma opinion, mais je trouve que, dans le fond, Le Parrain 1, c'est le meilleur, le deuxième, il est correct, le troisième, ben, j'évite d'en parler, je trouve vraiment qu'il est décevant. Puis Paramount, je trouve que c'est le même pattern, dans le sens que le premier, il est excellent, le deuxième, il est correct, le troisième, on va éviter d'en parler, mais je pense que tu partages pas mon opinion sur ce point. J'apprécie Iron Man 3, je trouve que c'est des fois, effectivement, mais c'est qualité et moi c'est Iron Man 2 que j'ai vraiment pas aimé. Je déteste ce film, je le considère comme le pire film de la Marvel Studios. Okay. Mais de souvenir, ça fait un moment que j'ai pas écouté les Godfather, ça doit faire au moins 10 ans. Le deuxième, je savais que c'était un bon film sans être un chef-d'œuvre, et le troisième, c'était un échec monumental. Ouais, à preuve, pour appuyer mon argumentaire, là, ils ont annulé le troisième jeu, ils étaient censés faire un troisième jeu, on fait un jeu pour chaque film. Ouais. Le premier jeu était excellent, j'ai rejoué quelques fois sur PC. Le deuxième était correct, était intéressant. Puis ils ont finalement annulé le troisième parce que vraiment, il attirait moins les foules. Ben pas juste ça, il avait été déçu des résultats des ventes du Godfather 2. Ouais, j'ai trouvé beaucoup moins bon que le premier en termes de jeu, mais c'est vrai, c'était pas la même qualité. Moi, je venais de mon bord, je crois que je pense que t'avais fini ton... Ouais, j'avais fini. Moi, je suis parti cette semaine, écoute, sur un trip d'écouter les films de Jonah Hill. Ouais. Un des acteurs vedettes en ce moment, qu'on a pu voir entre autres dans 21 et 22 Jump Street, c'est des films mémorables. J'ai eu beaucoup de temps cette semaine, j'ai eu beaucoup comment je peux dire, beaucoup d'annulations de mes projets, donc j'ai pu me permettre d'écouter plusieurs films. J'en ai écouté 3 entre autres de Jonah Hill. J'ai écouté Super Grave. C'est un de ses premiers films. Je me rappelle, c'est le premier film qui a un rôle principal. La fois, c'est pour faire bref l'histoire, c'est un étudiant à l'école, un peu nerd, rejeté de l'école. Puis une des filles les plus populaires à l'école l'invite à son party de fin d'année, mais en condition qu'elle amène de l'alcool. Puis à partir de ce moment-là, ben, il y a plein de péripéties pour obtenir de l'alcool parce qu'elle
à ce moment-là dans l'histoire, il est mineur. Donc, il faut trouver des moyens d'avoir de l'alcool. Donc, c'est une bonne comédie. Je pense à un bon moment. Je sais pas si tu l'avais déjà vu. Oui, je l'avais écouté à l'époque. En fait, je pense que c'était le premier qui avait fait découvrir Jonah Hill au grand public. Parce que beaucoup considèrent Superbad comme un des meilleurs comédies de sa génération. Oui, il a été très acclamé par c'est pour ça que j'ai voulu l'écouter tout de suite. Il a été très acclamé par le public. Le réalisateur et scénariste Joe Apatow, tout ce qu'il touche, c'est pas bon. Ah non, c'est ça. Non, j'avais vu d'autres de ses films. Il fait des très bonnes comédies. Pour ça, cette ligne-là, j'ai vu un autre film qui était principal. Un autre de ses premiers films, Babysitter malgré lui. Un autre personnage qui comprend pas encore comme, son humour à lui. Dans le fond, c'est un gars qui est un jeune qui vit chez lui avec sa mère, puis qui est un peu le fainéant, que dans le fond, sa vie a pas vraiment de but. Il fréquente une fille, mais la fille, elle l'exploite plus qu'autre chose. Puis là, il a besoin d'argent. Donc, puis pour dépanner sa mère, il décide d'être babysitter pour des amis de famille. Puis là, au même moment, sa plus ou moins copine l'invite à un party, mais il doit fournir de la drogue. Puis là, il doit faire un choix, puis là, à ce moment-là, il y a des péripéties qui arrivent. Tout le long du film, c'est gag par gag, puis on rit de plus en plus, puis on voit quelques acteurs d'autres clés dans l'histoire. Ça aussi, je trouve que c'est une bonne comédie. J'ai passé un autre bon moment. Je sais pas si toi aussi tu l'as vu. Oui, je l'avais vu à l'époque de sa sortie en DVD. Genre, c'est une bonne comédie. C'est pas mémorable. Non, c'est ça. C'est une bonne comédie je pense, de dimanche de pluie. Ouais, c'est ça. C'est pas ce moment. Moi, j'ai écouté un soir avant de me coucher, puis j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé ça. Pour venir à mon troisième film, encore une fois dans la lignée de Jonah Hill, j'ai vu, j'ai un blanc sur le film, c'est super grave, je dis, Babysitter malgré lui, puis le troisième que j'avais dit, c'était, laissez-moi juste me rappeler une petite seconde, c'est vraiment, oui, Accepter. Accepter, ça, j'avais vu il y a très longtemps. C'est le seul film c'est pas un film que j'avais vu avec lui comme acteur principal. Okay. Les autres films, c'est des nouveaux films que j'avais vu, j'ai oublié de le préciser. Et ça, Accepter, je l'avais déjà vu, j'avais écrit vraiment beaucoup quand je l'avais vu. J'avais vu avec mes parents, on l'avait loué quand j'étais plus jeune. Et j'avais passé un bon moment. Je l'ai écouté, c'était 2 jours exactement. Et écoute, j'ai ri tout le long. C'est un film que je trouve que, dans le fond, c'est tellement absurde. Dans le fond, pour faire une histoire brève, dans le fond, on suit un étudiant qui vient de finir le collège, puis il vient d'apprendre qu'il est représenté à l'université. Mais dans le monde de ses parents, qui sont très conservateurs, si tu vas pas à l'université, ben, ta vie est gâchée. Donc, il y a une grande pression, puis tu cherches une solution, puis sa solution, ben, c'est de créer une université fictive pour avoir la paix. Là, en créant ça, ben, il y a eu plein de problèmes. C'est une comédie vraiment, je veux dire, c'est une comédie simple. Je veux dire, l'humour est pas compliqué à comprendre, c'est très vulgaire, beaucoup de vulgarité de trucs, plus d'allusions sexuelles, trucs comme ça. J'ai pensé à un bon moment. Je sais pas si toi aussi tu as vu. Moi, je me répète, mais je sais pas tous les films que tu as vus, tu sais. Non, ben oui, je l'avais vu à l'époque. C'était une autre comédie de dimanche de pluie. Donc ça c'est vraiment bien. Ouais, c'est ça, c'est une comédie, moi je trouve que je pense à un bon moment, ça me fait changer d'idée, puis c'est ça, là. Mais ça fait, par exemple, je m'ennuie de l'acteur Justin Long, qui est l'acteur principal. Oui, mais je l'ai pas vu dans beaucoup de choses, je me rappelle pas de... Pas dernièrement. Dernièrement, il a joué un film de Kevin Smith, mais autrement, il est moins présent. Je sais pas ce qu'il fait. Je me rappelle pas des films que j'ai vu à part celui-là qui était dedans, ça fait longtemps que je l'ai pas vu cet acteur-là, mais je l'ai vraiment aimé dans cette performance-là. Pour finir dans ce que j'ai vu cette semaine, j'ai vu un autre film que j'en ai fait une courte présence, qui est Ave César. C'est un film, j'ai trouvé ça particulier. Dans le fond, on suit un propriétaire de studio à Hollywood dans les années 50, si ma mémoire est bonne. Et dans le fond, il doit gérer tous les tournages qui se passent au même moment, puis il y a plein de problèmes. Et dans le fond, il y a une grande brochette d'acteurs. Il y a au moins une vingtaine d'acteurs très connus dedans. Donc, Scarlett Johansson, il y a Jonah Hill, comme j'ai dit, George Clooney, c'est l'acteur principal. Tatum, est-ce que ça se peut? Oui, il y a Tatum dedans aussi. Ouais. Il y a un paquet d'acteurs, puis plus on avance dans le film, qu'on en voit, puis des fois, c'est juste une scène, comme Jonah Hill, c'est pendant une scène, mais sa scène est vraiment drôle, puis c'est un film humoristique. Puis ils ont un amour. Ben, excuse-moi de te couper, mais dans le fond, c'est les frères Cohen qui ont réalisé le film. Ouais, c'est ça. Ils ont un humour assez, c'est acide, mais ça va jamais dans la vulgarité. C'est un peu comme l'humour physique, un peu, si tu veux. Oui, non, c'est ça. On va pas vers la vulgarité, c'est vraiment plus, comme tu dis, moi, je dis du mot plus subtil, là, du mot plus raffiné, là, parce que on rit autant sans avoir autant de vulgarité. C'est vraiment des clics vocaux, des petits gags, des malentendus, tout ça. Dans le fond, fin de courte, ben ça, j'ai dit l'histoire, mais c'est ça, c'est en général, les films, il y a plein d'actions qui arrivent, plein de choses qui arrivent. Puis tout le long du film, à chaque fois, on est surpris par un nouveau gag qu'on s'attend pas.
Et c'est ça, c'est vraiment un autre film. Je dirais que c'est plus que les autres films que j'ai vus, c'est vraiment un film qui vaut la peine d'être vu. Okay. Il est récent, il date de 2 ans, si ma mémoire est bonne. Ouais, non, c'est ça, il est récent. Il vaut vraiment un coup d'œil. À part ça, c'est pas mal tout ça que j'ai vu cette semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais j'ai vraiment une semaine assez peu chargée exceptionnellement. On va déjà aller à notre deuxième chronique de cette semaine. Ouais. Les nouvelles de la semaine. Alors, encore une fois, Max, je te laisse commencer. Quelle est ta nouvelle cette semaine? De cette semaine, la nouvelle, c'est une nouvelle qui me plaît beaucoup. Je vais parler rapidement de la suite du classicisme Blade Runner. Ah, ben oui. D'un, je vais être franc avec toi, il y en a beaucoup qui sont sceptiques par rapport à la suite de ce film-là. Et j'ai compris, hein, faut pas les non, c'est dur de battre le chef-d'œuvre, là. Ouais, non, exactement. Mais j'ai jamais cru que ce film-là était autant dans de bonnes mains. D'un, je suis content et très heureux que ce soit le réalisateur Denis Villeneuve qui est un talent. Ben Deux, oui. on a une fierté québécoise ici ben qui oui. prend un mastodonte avec au casting Ryan Gosling. Et ma nouvelle, en fait, c'est le rajout de Jared Leto. Jared Leto que plus récemment on a pu voir dans le Suicide Squad. En tant que Joker, on assez mémorable pour plaisir. Et il a joué dans Dallas Buyers Club qui a valu l'Oscar. En effet. J'attends ce film-là. J'ai peur un peu pareil. C'est normal parce que c'est touché à être classique. Mais j'ai vraiment espoir que ce film-là va être une claque pour ce qu'il est. Car ouais, mais c'est ça, on s'attend à beaucoup de choses. Bon. Non, le premier, c'était vraiment un classique. On s'attend à beaucoup de choses. D'ailleurs, je me souviens, l'acteur principal du premier, Harrison Ford, et il revient. Il a accepté de revenir pour la suite. Mais Harrison Ford, hein, c'est fou actuellement, il reprend tous ses rôles. Oui, il va faire Indiana Jones 5. Oui. J'imagine que là, c'est pour remettre le flambeau. En tout cas, moi, j'espère. Tu sais, il commence à s'allier, il commence à ses limites. Je dis, dans les films qu'il a fait, ils sont pas tous mémorables. Je trouve que ça a vu Cowboy vs Alien. C'était correct, hein? Ah, c'est ça. Écoute, je l'ai pas fini, honnêtement. Ah non, ok, je l'ai fini, mais... Je jouais super écran, je l'ai commencé à écouter, puis je l'ai écouté en 3 parties maintenant parce que entre les 2 parties, je dormais, là. Ouais. Non, ok. Pourtant, c'est une bande dessinée. Cowboy vs Alien, ça vient d'une bande dessinée. C'est vraiment un classique, là, ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment bon. Ouais. Mais sinon, c'est ça, ma nouvelle, dans le fond, c'est le fait qu'on rajoute Jared Leto au casting. Je trouve que ça va bien aller. Tout est là pour que ça te donne un bon film, mais c'est des acteurs de talent qui sont rajoutés. Non, d'accord. Moi aussi, j'ai hâte de voir le film. Il y a un potentiel, parce que le premier, moi, j'ai pas aimé. J'ai beaucoup à attendre, mais tu sais, il faut quand même, on s'attend. Les films récemment, il y a eu beaucoup d'exceptions. Il faut quand même rester... Ouais, non, c'est vrai. On va voir. Non, c'est ça. Donc, je suis avec la nouvelle. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui, ce matin. Dans le fond, ils ont sorti un bonus du Blu-ray Captain America Civil War, Captain 3 Civil War. Ouais. Ce bonus, c'est qu'est-ce que faisait Thor pendant Civil War, parce que dans le film, on ne voit pas Thor. Attention, spoiler. Et dans le fond, ils ont fait une petite vidéo, on peut dire comme humoristique, qui dure quelques minutes, qui montre ce que fait Thor pendant pendant les combats. Puis dans le fond, c'est comme si on suivait une téléroman à la TV. Dans le fond, il est rendu en appart avec un coloc en Australie. Il y a des nouveaux hobbies, il socialise, il cherche des activités pour aider le monde, il est comme plus vraiment tort, son marteau, il a son propre colis, tu sais, plein de petits gags de même. Donc c'est ça m'a fait vraiment... C'est une auto-dérision à la Marvel, et c'est vraiment bien, c'est vraiment drôle, et c'est bien réalisé. Ouais, c'est ça. Tu sens que Chris Hemsworth qui incarne Thor, il a fait parce que j'ai envie de le faire parce qu'il trouve ça drôle lui-même. Exactement, non. J'aime l'autodérision. Tout le monde en parlait pourquoi ils ont pas mis Thor dans le film, tu sais, puis c'est quelque chose qui a été beaucoup parlé. Puis on trouve un moyen de le montrer d'une façon assez drôle, puis j'ai vraiment apprécié le moment. Je l'ai écouté même 2 fois, j'ai trouvé ça très drôle. J'invite les gens à le voir. Ça vaut vraiment le détour. Donc ça, c'est ma nouvelle de la... Non, excuse-moi, tu pourras partager la vidéo sur notre page. Oui, d'ailleurs, oui, très bonne idée. Je l'ai déjà partagé avec ma page, mon compte, mais oui, on va la mettre sur notre page pour que les gens puissent savoir. C'est une excellente idée, Max. Okay. Dans le fond, là, c'est une nouvelle. Donc, on va à la dernière chronique avant notre émission, notre sujet principal de la semaine. Alors, la dernière chronique, c'est le hors-sujet, comme chaque semaine. Ouais. Alors, jamais 203, je vais laisser Max commencer. Ben, merci beaucoup. Dans le fond, cette semaine, j'ai été beaucoup occupé pour socialiser. Mais en fait, cette semaine, c'est hier soir même, avec un de mes bons chums depuis les 10 dernières années, j'ai retéléchargé le Resident Evil Remastered, le premier. En fait, c'est le port de GameCube qui était remis à saveur HD. Quelques petites retouches. Ouais, des retouches pour que ce soit vendable. Et les contrôles ont été mis au bout du jour. Et dans le fond, c'est ça, le jeu en HD. Puis on s'entend, c'est un classique. Là. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, tu peux rejouer les personnages de Chris et Jill, mais qui sont à la moderne, dans le fond, de quoi que ressemblent les personnages aujourd'hui. Oui. Écoute. Si je m'appelle bien, la fois, on peut voir l'histoire des 2 points de vue, du point de vue de Chris. J'avais déjà fait tout seul Chris.
qui est un peu plus dur, vu que t'as deux emplacements de moins pour l'équipement, et Jill que t'en as 8. Et dans le fond, j'ai fait actuellement Jill avec mon ami. Écoute, ce jeu-là, c'est un chef-d'œuvre ambulant. Le jeu ne vieillit pas, c'est épatant. Mais c'est des plans fixes, les images du jeu, et c'est des angles de caméra. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que dans le fond, c'est plus facile à modéliser. Il n'y a pas d'effet 3D en arrière, mais il y a une impression 3D, et c'est vraiment impressionnant. Encore pour aujourd'hui, le manoir Spencer, quand tu rentres, t'as envie de chier partout. Non, excuse-moi le terme, là. Mais c'est dans les plats classiques, les jeux d'horreur, tu sais, qu'on a plus de nos jours. Tu sais, les derniers Resident Evil, je sais pas pour toi, mais j'ai été déçu du côté, ils ont vu beaucoup le côté horreur, là. Mais je trouve que là, il y a le set qui me donne espoir, mais où il y avait le Silent Hills, malheureusement, qui a été... Ouais, ça avait du potentiel, mais j'ai moi, je suis un grand fan de tout ce qui est jeu d'horreur avec des énigmes. Si c'était... faut que tu remplisses ces énigmes, mais t'as peur à chaque... Non, c'est ça, j'avais beaucoup apprécié pour ça. Moi, j'avais beaucoup aimé les Resident Evil, j'ai joué à tous les Resident Evil. J'avais beaucoup aimé le 4 parce qu'il y avait beaucoup de puzzles dans le 4, c'est ça que j'avais apprécié. Et le 1, ça reste toujours le classique pour la difficulté, pour le challenge, pour... tu sais, c'est pas un jeu qu'on a l'habitude que, tu sais, les jeux en ce moment, les jeux zombies, on peut tuer n'importe quel nombre de zombies qu'on veut, il y a pas de problème. Dans le premier, c'est mieux d'éviter les zombies que les affronter. Ouais, c'est ça, t'es plus avantageux parce que dans le fond, en bout de ligne, il faut falloir que tu contrôles tes ressources, que tu réserves tes ressources. Ah, c'est ça. Et si tu n'abuses de tes ressources, ben c'est là que tu vas mettre un épée dans le pied et tu vas être... Je me rappelle aussi, chaque personnage ont chacun des outils différents à leur disposition. Si je me trompe pas, Chris, c'est un lighter, et puis ça va, on l'a avec Jill pareil. Ouais. Et Jill, c'est un débarre porte. Ah ouais, genre de crochet. Un lockpicking, oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, oui. Sinon, rapidement, c'est ça, je l'ai terminé à l'espace de nuit de matin. J'ai clenché avec mon ami, mais ça, on se rappelait, c'était facile dans le tour d'aventure parce qu'on disait, ben oui, c'était logique, c'est ça qu'il fallait faire. Ceux qui en connaissent les puzzles, tout ça, ça va plus vite. Là, le 4, après la troisième fois que je l'ai passé, la troisième fois était très rapide. Là. Ouais, c'était un très bon jeu. Non. Alors, toi, c'est quoi tes hors-sujets, cette semaine? Premièrement, j'ai commencé à rejouer un jeu que je joue, moi, je suis quelqu'un qui joue à des jeux cycliques, donc, de temps en temps, je rejoue à des jeux, à chaque année en boucle. Récemment, c'était Wallercraft, que j'avais parlé dans une précédente émission. Cette semaine, j'ai commencé à jouer un jeu qui s'appelle Wakfu, du studio Ankama en France. C'est un des jeux, je pense que c'est même le jeu le plus populaire en France. C'est la suite, si on veut, jeu Dofus, qui était leur premier grand jeu. C'est un MMORPG, tactique. D'abord, on crée des personnages, on choisit parmi les classes disponibles, on le personnalise, on choisit ses statistiques, et les combats, c'est du tour par tour. C'est un univers cartoon, très bien détaillé, c'est vraiment beau les dessins, j'adore ces dessins-là. Je me perds juste dans l'univers pour les dessins, pour l'histoire, tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est une histoire vraiment profonde. Et j'avais joué très longtemps, je suis un ancien joueur de Dofus, j'ai joué quasiment que le jeu était sorti. Quand Wakfu est arrivé, j'ai testé Wakfu, et de temps en temps, j'y rejoue. Donc c'est ça que j'ai commencé cette semaine, c'est un jeu vraiment... ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir des vidéos, ça vaut le détour juste pour l'immersion dans l'univers de ça, c'est vraiment très bien dessiné. Le design est bien. Ouais, ça, c'est un jeu qui se démarque. D'habitude, on a l'habitude de jouer à des jeux vraiment américains ou japonais, tu sais. On s'attend pas à jouer des jeux plus européens. Puis ce jeu en France, c'est vraiment démarqué depuis sa création, et ça, c'est mon coup de cœur, puis à chaque année, je rejoue. Donc ça, c'est le jeu que j'ai joué principalement. Okay. Sinon, encore une fois, j'ai lu des comics. Ceci, ça m'a fait gagnante. Ouais, c'est sûr que c'est gagnant. Moi, je suis un grand lecteur de comics. D'ailleurs, je l'ai pas expliqué dans les autres émissions, mais moi, je les achète pas parce que sinon, je serais ruiné, ça fait longtemps. J'ai lu en ligne, il y a plusieurs sites disponibles, dont, entre autres, un pour les comics en français, qui est le plus gros, qui s'appelle DC Tuad, qui est un forum où des gens, bénévolement, ont décidé de se réunir pour traduire les comics. Ce qui arrive souvent pour les traductions, ça peut prendre plus d'un an à la sortie d'un comic, après la sortie d'un comic pour qu'il soit traduit. Donc moi, qui est pas super bon en anglais, qui lit rapidement, j'aime ça les avoir en français, donc je vais lire les comics là. Mais c'est bizarre à croire que sinon on peut être tout dans un comics, sachant que les films ou les jeux vidéo, non, c'est automatique. Je me dis que c'est un peu comme les livres, il y a un temps de traduction à faire, vu que c'est écrit, pour la bonne traduction. Non, je suis d'accord, mais les livres, il y a rien d'autre. Il y a des bulles, il y a pas autant de lignes. Non, je sais pas expliquer. Je dis un an, mais des fois, c'est juste quelques mois, mais c'est quand même assez décalé pour que ça soit frustrant. J'imagine qu'il doit y avoir des raisons de production que je ne connais pas. Non, c'est ça. Pas trop, là. Mais ouais, donc c'est ça. Fait que le comic que j'ai lu cette semaine, j'ai fini, dans le fond, j'en ai parlé la semaine passée, j'ai continué l'univers de Nightwing, parce que dans la fin de la monture 252, qui est la monture récente, ils ont parti sur une nouvelle série qui s'appelle Grayson. Il n'a pas su son histoire, mais en étant une nouvelle identité, parce qu'il ne peut plus être l'identité de Nightwing à cause d'événements fâcheux, donc il est rendu un agent secret, style James Bond un peu. Et j'ai fini son histoire. Dans le fond, c'est très intéressant parce qu'on voit le développement psychologique, on voit aussi sa mentalité par rapport à Batman.
Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Nightwing, en prenant une identité Nightwing, c'était pour se détacher de Batman, parce que ces deux-là ont des personnalités assez contrastes, puis Nightwing ne se considère pas comme un Batman. Il se considère pas comme l'héritier de Batman. Même si dans les comics précédents dans l'histoire, il a déjà dû remplacer Batman à quelques reprises, il a jamais aimé ça faire ce rôle-là, parce qu'il se sent pas être Batman. Il veut laisser ça aux autres, mais il sait qu'il est le seul digne actuellement pour être ce rôle-là, donc il le prend quand il faut. Donc c'est pour ça qu'il a choisi la personnalité de Nightwing puis qu'il s'est dégagé de Robin. Avec Grayson, on voit une belle personnalité, c'est un agent secret qui recherche son identité de qui il est vraiment. J'ai beaucoup aimé ça. La fin de l'histoire se comprend en réalisant que, dans le fond, sa vraie personnalité, c'est Nightwing, puis qu'il peut pas vivre sans cette personnalité-là, donc il redevient Nightwing. J'ai beaucoup aimé ça, puis je me suis tout de suite attaqué au premier comic qui est sorti de la nouvelle monstrueuse qu'on appelle Rebirth. Ouais, le New Rebirth, hein, je sais pas. Ouais, ça, Rebirth, simplement. C'est Jeff Jones, hein, je sais pas qui chapeaute tout ça. Oui, exactement. Le nouveau président de DC. Ouais, c'est le nouveau président. Ouais, c'est ça, c'est le nouveau président de DC. On va partir encore une fois, on va initialiser toutes les histoires, mais qui construisent avec l'univers du New 52. Ok, c'est ça, il efface pas tout ce qui se passe. Non, c'est ça, il garde plusieurs bases. D'après, les bases, la plupart, se tiennent de Flashpoint Paradox, qui est le comic à la manière de Silhouette qui a bouleversé l'univers de DC. Ok. Dans le fond, c'est ça, donc j'ai continué à montrer la monture Rebirth de Nightwing, on sorti un comic, parce qu'il a sorti genre aux 3 mois, ou un truc comme ça, je me sais plus exactement. Et donc j'ai lu le premier, je trouve ça très intéressant. On voit que c'est plus pareil, dans le sens que là, Rebirth, ça met une autre dimension à l'univers des comics. Aussi dans la dimension Rebirth, j'ai aussi lu quelques comics qui sont sortis, dont Suicide Squad, Red Hood et The Outlaws. Dans le fond, Red Hood, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le deuxième Robin de Batman qui, après des événements tragiques, décide de prendre une nouvelle identité de Red Hood et devient un anti-héros, si on veut, parce qu'il n'hésite pas à tuer ou faire la justice. Et dans ces comics-là, ils ont commencé avec 2052, c'est une nouveauté vraiment intéressante que j'ai eu un coup de cœur. Il fait un trio avec deux autres anti-héros qui eux aussi sont mal aimés, donc Arsenal, qui est le Robin de Green Arrow, qui est son meilleur ami en fait dans l'histoire, qui lui aussi c'est un héros qui n'hésite pas à tuer, puis qui s'est détaché de Green Arrow parce qu'ils se sont chicanés, puis qu'ils pensent pas pareil, un peu à la manière de Red Hood. Et dans la première monture, dans le New 52, la troisième partenaire est Starfire, connue pour être dans les Teen Titans. Si ceux qui ont déjà vu la série à la TV, c'est celle qui a la peau orange, qui a des pouvoirs d'énergie. Elle est dans cette univers-là, elle est considérée comme une anti-héros parce qu'elle aussi, elle n'hésite pas à tuer par la justice, elle a une personnalité différente parce qu'elle a été persécutée toute sa vie. Donc ça fait un truc ensemble, puis ensemble, ils décident de combattre le crime. Ça fait une histoire assez originale, j'ai beaucoup apprécié. Et dans le fond, à la fin de New 52, ils se séparent. Rapidement, il y a une courte histoire qui se fait, c'est Red Hood et Arsenal que j'ai lu aussi. Juste pour pas trop m'étendre, je ne vais pas parler de cette histoire, mais juste rapidement. Dans le fond, ils font un duo qui finalement ne marche pas super parce que c'était vraiment la synergie du trio qui marchait. Okay. Finalement, dans la nouvelle monture, Red Hood va partir sur un nouveau trio avec deux personnages, dont un qui était relativement connu, qui est Bizarro. Je sais pas si tu as déjà entendu ce personnage-là. Non, mais... on a pu déjà le voir dans la série Smallville de l'univers de Superman. C'est le double de Superman maléfique, dans le fond, c'est un clone de lui inversé, dans le fond. Dans le fond, la kryptonite le boost au lieu de l'affaiblir. C'est un personnage qui n'a pas vraiment de personnalité, c'est plus une brute. Je sais pas comment on l'introduit parce que là, dans les comics, il est pas encore mis dans le Red Hood. On a juste vu Red Hood et son troisième partenaire, qui s'appelle Artemis, qui est une Amazone. Une belle Amazone qui était très secondaire avant, qui ont mis plus de l'avant dans les derniers comics. Et là, ils l'ont mis avec Red Hood parce qu'elle a une personnalité standard, c'est une anti-héros. Comme la plupart des Amazones sur Wonder Woman, qui eux, n'hésitent pas à tuer. Donc ça, c'est les monstres les BD que j'ai lu pas mal cette semaine. Je pense que ça va conclure notre chronique hors sujet, à moins que tu achètes un dernier mot à... Non, on peut embarquer... Parfait, alors, sans plus attendre, on va en fait parler d'un film que c'est déjà les deux émissions précédentes qu'on parlait, qui est le Party des saucisses. Alors, nous allons commencer avec la section de non-spoil. C'est Party des saucisses ou des saucisses? Des saucisses, excuse-moi, en effet. Alors, on surgit de l'autre côté dans la section non-spoil. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors, voici le sujet central de notre émission. Aujourd'hui, on va critiquer le film Le Party de saucisses. Un film réalisé par Conrad Vernon, qui donnait entre autres Shrek 2 et Madagascar 3. J'ai d'ailleurs vu ces deux films-là. J'ai très apprécié Shrek 2, sa réalisation. Je sais pas si toi t'avais vu ces deux films-là entre autres. C'est pas un réalisateur super connu. À part ces deux films-là, il n'a pas fait grand-chose. Il est surtout connu dans le milieu de
de l'animation, on entend la voice acting, mais c'est lui qui a interprété le petit biscuit dans tous les Shrek. Un rôle mémorable. Et qui lui a marqué sa carrière. Ouais, clairement. C'est pas un réalisateur très connu, mais il a fait quelques films et quelques rôles c'est un futur grand réalisateur, j'imagine. Déjà, Shrek 2, c'est un de mes Shrek préférés. Regarde, je l'ai trouvé bon. Puis là, il a fait partie de Saucisse, qui est moi, je trouve, à mon sens, un très bon film. Entre autres, avec les acteurs, une grande brochette d'acteurs, dont Seth Rogen, Paul Rudd, James Franco et Jonah Hill, pour nommer juste ceux-là, mais il y en a quand même une grande brochette. Le film dure 89 minutes. Qu'est-ce dire d'autre du film, là? Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de ce film-là, toi? D'un, j'ai trouvé que ce film-là était un navet total. C'était un très mauvais film. Non, c'est pas vrai, pour une fois. Je vais être le bon gars. J'étais bouche bée, je comprenais pas ce qu'il faisait. Je suis très surpris. Pour vrai, ce film-là, j'ai pas le goût de dire un chef-d'œuvre parce que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est tellement un bon film. C'est un très bon film d'animation en temps visuel. C'est peut-être pas là d'un Pixar, mais merde que c'est beau, c'est bien apporté. Ça m'a tellement surpris, là. C'est inimaginable, ça, tu peux pas tout mon enfant. Non, c'est pas grave. On se comprend, c'est vraiment bien, c'est très coloré, mais moi, parce qu'on va spoiler plus tard. Ouais. Une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Moi, j'étais allé le voir en français québécois. Comme moi, je l'ai pas vu en anglais. Des films d'animation, ça me dérange plus ou moins, vu que c'est du doublage d'un bord ou l'autre. Ouais. Mais la traduction québécoise est digne d'un slapshot. On se gêne pas à lancer des sacs. Ah oui, c'est vrai. La belle langue québécoise de notre joual. C'est cru. Mais, tout dans le film, on voit tout de suite que c'est une version québécoise très rapidement, avec le langage utilisé. J'ai l'impression que Seth Rogen est venu présenter le film à Montréal, justement, pour Fantasia. Et j'ai senti qu'il avait mis les mains sur le doublage en disant, gars, vous allez faire ce que le public demande. Mais c'est tellement drôle, et la réalisation, comme on en revenait, il y a tellement des bonnes idées, autant au niveau de la scénarisation, c'est cru, là. Un enfant, là, on peut se dire des fois, ah ouais, j'ai écouté South Park. C'est élevé, c'est très South Park, c'est une catégorie à part, là. Ouais, South Park, c'est une série intelligente qui donne l'impression de ne pas l'être. Exactement. Et c'est pas loin de ça, c'est pas... On s'approche d'un genre similaire. Il y a des gros... Autant que c'est très beurré épais, il y a des critiques raciales, il y a des critiques... autant sur le monde en général, il y a vraiment des critiques apportées dans le film, mais c'est surprenant dans une production comme ça, tu t'attends que ça va être juste avec des tours de fesses, déjà on est surpris à la base quand le film est coté 16 ans et plus, tu sais, pour un film d'animation, c'est hors norme. Surtout les films de Seth Rogen, je m'aurais attendu à un film de 13 ans et non à un film de 16 ans. Non, c'est ça, non. C'est vraiment, ça a été une autre idée, ils ont pu lui permettre de faire plus comment je dis ça, du même genre de South Park, de se laisser aller, un humour vraiment à la fois cru et intelligent. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la réalisation du film. Je suis pas un grand fan de films d'animation, j'en écoute pas beaucoup dans la vie, à part des films de super-héros. Mais j'en ai vu certains dont les Shrek, les Madagascar sont des classiques. Mm-hmm. J'ai été très surpris dans le film. La façon dont c'est présenté, le film dès le début, on est tout de suite intrigué par l'histoire, on essaie de comprendre ce qui se passe, comment l'univers est situé, parce qu'on n'a pas parlé, en fait, on a peut-être un résumé du film, pour que les gens nous comprennent, pour ceux qui ont pas vu le film. Mais dans le fond, c'est un film d'animation qui montre l'univers. Dans le fond, c'est que dans ce film-là, la nourriture est vivante. Ouais. En scène. Dans le fond, ça se déroule dans une épicerie. Puis on suit des différents aliments. Donc récemment une saucisse et un pain hot dog, qui appelle une brioche dans la tradition québécoise. J'ai trouvé ça un peu... je sais pas si c'est une bonne traduction, parce que ça m'invite un peu si c'est un peu une vérité, mais en tout cas, c'est pour dire qu'on suit des aliments. Dans le fond, pour eux, dans leur univers, le paradis, c'est aller chez les humains. Puis le film commence de même. Tranquillement, l'humour embarque, puis là, on va voir l'univers de ce film-là. On le voit là dans la balance, c'est pas un spoiler. Les Allemands réalisent que le paradis où on a tant menti, c'est loin de ce que c'est. Non, c'est ça, c'était un mensonge. Là, c'est là que l'humour embarque, là, c'est l'absurdité du début à la fin du film. C'est tellement... Tu sens la touche Seth Rogen. Clairement. Seth Rogen, c'est un gars rempli de talent. Parce que, je vais t'expliquer rapidement pourquoi, selon moi, il va pas se gêner à en mettre. Puis c'est vrai que c'est un projet que ça fait longtemps qu'il travaille dessus. Et quand il se met sur un projet, il va à fond. Il sait que ça va être vulgaire. On a la chance de faire un film vulgaire, on va y aller vulgaire. Puis écoute, le film actuellement au box-office, dans la dernière fois que j'ai regardé, c'est un succès. Le film a coûté 19 millions, on a rapporté 80 millions pour l'instant.
pour un film d'animation qui en coûte juste 19 millions, probablement qu'il va atteindre son 120 millions. Probablement, en plus, on va voir une suite, parce que Seth Rogen a promis que si un succès au box-office, c'est sûr qu'il en va une suite, et je crois qu'il va avoir une suite. C'est une bonne nouvelle. Très bon film. C'est un succès déjà à la base, donc j'aimerais savoir une suite, je serais intrigué de voir d'après moi, ça va être une nouvelle histoire dans le même univers, parce que sans spoiler rien, l'histoire finit d'une façon c'est trash. Ouais. Mais de toute façon, c'est des aliments. D'une manière ou d'une autre, ils vont moisir. Non, c'est ça. Et à part les non périssables, mais ça, on va revenir aussi dans l'histoire. Mais ça pour dire, c'est ça. Donc, à part la réalisation, il y a le jeu d'acteurs, parce que d'abord, c'est des acteurs qui doivent jouer des animaux, ce qui est quand même hors norme, on s'entend. Comme je disais, on suit une saucisse, un pain, mais on suit entre autres un nacho, on suit le méchant. Un bagel, moi c'est un bagel. Bagel, c'est un beigne. Je crois que c'est un bagel. Puis il y a un tapas aussi. Puis évidemment, il est représenté par un arabe. Ouais, c'est ça. C'est juste pour le Puis le tacos, c'est mexicain. Ben oui. Puis le beigne, je tiens juste à préciser, je le savais pas, c'est jusqu'à temps que le film le dit à la fin, dans le générique. Ouais. C'est Edward Norton. Ouais, qui est gros. Non, j'avais même pas remarqué qu'il était dans le casting. Non, c'est ça, ils ont pris beaucoup d'acteurs, j'en ai nommé quelques-uns, mais c'est les principaux que j'ai nommés, mais il y a quand même un rôle dans le film, c'est quand même un gros acteur, là, je veux dire. Ben, regarde, écoute, si tu me permets d'en nommer quelques-uns, on a Bill Hader, Michael Cera, Danny McBride, Craig Robinson, Edward Norton, comme je disais, Salma Hayek, c'est des très, très, très gros noms. Ben oui. C'est, peut-être que vous savez peut-être pas de nom qui sont ces personnes, mais c'est toute la même gang qu'on est habitué d'avoir dans l'entourage de Seth Rogen. Oui, que ce soit dans Banana Express. Il y a une tendance à prendre des acteurs récurrents pour des films parce que c'est des chums. Ouais, c'est ça. Mais je sais entre autres que dans la plupart de ces films de Seth Rogen, il y a James Franco qui est là parce que c'est son meilleur ami. Donc ils ont fait beaucoup de films ensemble, soit en étant acteur principal, soit en étant des personnages plus secondaires. Donc le dernier, un des derniers que j'ai vu, c'est l'entrevue. Le film se passe, c'est l'entrevue qui va interviewer la Corée du Nord, le sénateur de la Corée du Nord. Là. Ben, des interviews. Ouais, c'est ça. Entre autres, parce que là, on peut voir leur humour. C'est l'humour qu'on voit aussi. D'ailleurs, ici, il y a vraiment un humour vulgaire, mais qui a aussi une touche intelligent. Ouais, parce que, The Interview, il y a une critique pareille en arrière. Ouais, c'est ça. C'est sur les médias et, c'est le traitement des médias, aussi de la perception qu'on a des choses. Après, il y a aussi la perception qu'on a de la Corée. Tu sais, il y a beaucoup de, on va plus, mais tu gardes le touche Seth Rogen, dans le sens qu'il se met des metteurs dans le cul. C'est du Seth Rogen, et voilà. C'est assumé. Non, exactement. Mais ça, comme on parle exactement, Seth Rogen, d'abord, c'est comme je voulais parler, il joue des animaux, ce qui est particulier, puis on s'y prend à croire que c'est des animaux, on voit pas l'acteur en arrière. C'est la façon qu'ils sortent leur personnalité du personnage. On sent que c'est une saucisse, on sent que c'est un pain, mais en même temps, on sent qu'il y a un côté humain, parce que, tu sais, ils font plein de références sexuelles, vulgaires ou autres de la société, donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un contraste entre les deux que j'ai vraiment apprécié. Je suis curieux de voir combien de fois dans le film il utilise le mot fuck. Il revient tellement souvent que c'est... Si je me rappelle bien, il y a une anecdote là-dessus, il me semble qu'il le dit assez souvent dans le film, là. Je sais que South Park détient le record de nombre de fois South Park, c'est South Park, là, on s'entend. Mais ils l'ont dit un nombre assez incalculable dans le film, c'est assez vulgaire. Et sans donner de spoilers, la fin, c'est ça, je dirais rien, aucun détail. Mais juste pour la fin, ça vaut la peine d'aller le voir ensemble parce qu'actuellement, au moment qu'on enregistre le podcast, le film est au cinéma ou au cinépark. Ça vaut la peine juste pour la fin, tellement que c'est... Amenez pas vos enfants voir ça, c'est une vulgarité, c'est drôle, c'est sale, c'est irrévérencieux, c'est osé, j'apprécie ce genre de film, j'adore sa production. Je crois qu'il y a des films d'animation pour adultes, pas suffisamment, ça n'a pas besoin d'être tout le temps sexuel. Je crois qu'on est capable d'aller plus loin, puis j'espère que ce film-là apportera une mode de film d'animation pour adultes. On a besoin, c'est drôle, parce que, oui, on a South Park, mais si on suit ce que les Simpsons sont rendus maintenant, on n'a plus grand-chose à se faire là-dedans. Simpsons, là, de temps en temps, je prends des nouveaux épisodes à la TV, puis on n'est plus le calibre qu'on avait avant. Non, loin de là. J'ai vu beaucoup moins, là, qu'avant. Ben, on fera maintenant l'épisode spécial de Simpsons, ça va être intéressant. Si vous êtes intéressé, juste de nous le mentionner, probablement. Ce serait une très bonne idée de faire une émission spéciale sur les Simpsons. En effet, je serais intéressé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'évolution des Simpsons a une histoire assez particulière. C'est quand même une des plus vieilles séries animées encore actives. Mais ouais. Non, j'aurais aimé ça faire du jeu d'acteur, mais c'est dur de parler de leur jeu d'acteur. C'est l'animation. C'est ça. Mais l'interprétation de voix, c'est dur à dire vu que je l'ai vu en français.
Fun fact, je ne savais pas, c'est Adib Al-Khalidé et Réal Bellan qui font le voice acting dans la version québécoise. J'ai jamais remarqué. Non plus. Souvent, c'est un signe de qualité quand on remarque. Non, c'est un signe de qualité qu'ils sont capables de changer leur voix pour qu'on la reconnaisse pas. Moi, quelqu'un qui est quand même assez à cran sur le doublage, j'aime ça, j'aime voir toutes les choses en version québécoise, puis je reconnais les doubleurs. Je sais quand j'écoute un film qui fait quelle voix, je suis habitué. Mais là, j'ai pas été capable de reconnaître. Puis quand tu m'as dit ça, j'ai été très surpris. Mais c'est beaucoup la mode ces temps-ci, les films d'animation, entre autres récemment les Utopia, il y a pris Martin Matt. Il y avait un autre film juste avant qui avait pris Rachid Badouri, Angry Bird ont pris Rachid Badouri. Ouais, c'est vrai. Ils ont une tendance maintenant à prendre des images, des célébrités qui sont pas habituées à faire du doublage. Faire du doublage pour amener un nouveau vent, des nouvelles voix dans l'univers. Ah, mais déjà que le marché est mince au Québec pour les acteurs du doublage, je trouve ça un peu, en tout cas. Non, je suis d'accord, j'ai déjà vu un documentaire là-dessus, faire une brève bulle là-dessus, mais notre doublage québécois est assez récent, parce que jusqu'à tout récemment, depuis les années 2000, c'est vraiment en phase, mais avant ça, c'est la France qui doublait pour nous. Ouais. Et là, eux autres, ils chargent justement parce qu'ils n'ont pas notre doublage. Exactement. Qui est probablement souvent plus francophone qu'eux. Qui est ironique sans mais notre doublage, souvent, ce qu'ils disent à notre doublage, c'est qu'il est plus proche du doublage américain, parce qu'on est proche des États-Unis, on a une personnalité proche d'eux. Donc, quand on double, nos voix, notre personnalité, elle fait plus. Il y a certains films, j'ai vu quelques doublages en français de France, dont un film que je voudrais jamais écouter, Le lendemain de veille en version française de France, que je te déconseille d'écouter en version française de France, parce que les voix ne fit vraiment pas dedans. Hangover? Ouais, le premier Hangover, j'avais écouté une fois en québécois. Je suis allé chez mes amis une fois, on voulait l'écouter, puis il avait téléchargé, puis il a accidentellement pris la version de France. On a commencé à l'écouter, puis ça a pris 15 minutes, puis on l'a arrêté parce qu'on s'est les oreilles. Les voix ne fitaient absolument pas. Je me souviens entre autres de la voix de Zach, son Tommy, je peux pas le prononcer. Celui qui est le gros barbu dans les Hangover. Zach, ouais, c'est ça. En tout cas, cet acteur-là, et sa voix était décalée, elle fitait vraiment pas avec le personnage. J'ai écrit la même chose, voulant le présenter Deadpool à ma conjointe de tous les jours. On a pu écouter Deadpool sur Vidéotron. Et quand tu joues la version sur Vidéotron, c'est la version française de France. Oh. Et c'est exécrable. C'est très mauvais. Ma blonde n'a pas ri du film. Et moi, la première fois que j'ai vu Deadpool, je suis sorti de la salle en broyant. J'avais ri. Et même moi, je dois admettre que j'étais incapable de rire tellement que c'était mal traduit. Ah, écoute, j'avais des doutes au début parce que pour ce genre d'humour-là, il fallait le voir en version originale. Je l'ai vu en version originale d'ailleurs 2 fois dans ma vie. Une fois hier, et par pure coïncidence, j'ai eu un party de fête, puis à la fin, on voulait relaxer un peu, puis on a mis ce film-là pour changer d'idée. Et j'ai des amis étaient anglophones, donc ils le voient en anglais. Okay. J'ai quand même ri. Mais c'est là que je remarque que l'humour est différent d'une version à l'autre. Il n'y a pas les mêmes gags. La boîte à caca. Ouais. Mettons, si ce film-là. Je t'ai branlé un peu. Ouais, j'ai été surpris, mais exemple, si ce film-là sur le train en anglais, je sais pas si je le trouve aussi drôle ou si je le trouve drôle différemment, parce que les gags vont pas être pris de la même manière. Apparemment, les jeux de mots, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots dans la version anglophone, ça a l'air que c'est ça qui fait que le film est encore plus drôle. Est-ce qu'il faut le voir? Je compte le voir bientôt. Malheureusement, c'est parce qu'au Québec, dans notre secteur, surtout nous, les films qui ne sont pas traduits sont plutôt rares. Alors, c'est souvent en DVD qu'on va les écouter. Ouais, exactement. Non, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as d'autres points que tu as apportés dans la section de No Spoil? C'est difficile de détailler le film comme ça. On peut pas trop parler de jeu d'acteur. On a parlé un peu du réalisateur, même s'il est plus super connu. Mais je pense que pour vraiment parler vraiment en profondeur du film, il va falloir spoiler beaucoup de choses. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, on va se rejoindre du côté de la section spoiler. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Alors, nous revoilà dans la section spoiler. Alors, ici, on peut tout dire. Alors, si vous n'avez pas vu le film, c'est préférable de skipper cette partie. Ou revenir plus tard. Exactement, parce qu'on va révéler beaucoup d'éléments importants du film pour pouvoir critiquer le film. Ouais. Alors, vous êtes avertis. Alors, on commence. Alors, je vais prendre le devant. Vas-y. Premièrement, j'en ai pas beaucoup dit, mais j'ai aimé beaucoup le film. Il m'a très surpris. C'est un univers qui est nouveau. Je veux dire, on n'avait jamais vu ça, des animaux vivants. Ben, en fait, on dit... pas pour adultes. C'est pas pour adultes, c'est ça qui est vraiment particulier. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Dès le début, moi, j'ai aimé le côté religion. Parce que chaque matin, au début, il répond au début de l'histoire, il explique qu'à chaque matin, ils chantent une chanson pour vénérer leur dieu. Ouais. Parce que, puis soit qu'à chaque matin, quand les portes ouvrent, que quelqu'un les choisisse pour aller au paradis. Petite parenthèse, c'est le blédin qui part, la chanson. C'est le blédin qui part. Fin de la parenthèse. Ouais, c'est ça, c'est le blédin. C'est son rôle marqué du film, c'est le blédin. Je sais même pas d'ailleurs c'est qui fait la voix, là, mais il chante c'est juste lui qui chante, puis bref.
Donc c'est ça, le film part assez joyeux. On pense que c'est un film classique d'animation avec de l'humour. C'est joyeux. On suit une saucisse un peu comme j'ai dit tantôt. Ouais. Ils s'aiment, mais ils peuvent pas s'aimer vraiment parce qu'ils sont chacun dans un paquet, puis ils peuvent juste attendre au moment qu'ils vont être réunis ensemble au paradis, qu'ils vont pouvoir, la saucisse pour mettre dans le pain et être unis ensemble. Alors, déjà là, on a conscience des références vulgaires. Ouais. Les références sexuelles. Tout du film, il y a beaucoup de ces références sexuelles. Comme je dis, j'ai bien aimé le principe de religion, qui est très rapidement dans l'histoire. Il va y avoir des anicroches, comme la scène qu'on peut voir dans la balance, comme tu as dit, il arrive chez une madame, elle rouvre son épicerie, elle sort les affaires, elle commence au début, elle épluche une patate, la patate capable, puis ça se fait couper la peau, il y a comme un fond rouge, les autres commencent à crier, elle coupe des saucisses, elle mange des bébés carottes, tout le monde crie, c'est comme il y a une film d'horreur classique, genre, ça commence à avoir de la panique, on est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et écoute, il y a une phrase dans le film qui me fait rire aux éclats. C'est quand je me rappelle plus du nom de ce malheureusement, il retrouve le personnage principal, puis il dit, hey, c'est passé quoi avec Bob? Ah, il s'est fait tuer. Ah, il a dû se faire en esti. Il dit ça comme ça. Écoute, tu t'attends tellement pas qu'ils disent ça, c'est tellement drôle, là. Puis, écoute, chaque fois, il y a plein de tours de phrases de même, tu pars à rire. Surtout quand c'est sorti la version québécoise, t'es tellement surpris à chaque fois, là, il sac. C'est tellement drôle. Moi, là, je pense que je recommande d'écouter le film, mettons, un mardi, mettons, à 5-6$, que vous avez déjà votre journée de travail dans le corps. Vous allez rire, parce que tout le monde dans la salle qui va être fatigué, tout le monde rit, c'est immédiat. Ce film-là, tu dirais contagieux, c'est tellement drôle. Écoute, continue, je te laisse. Non, écoute, il y a tellement de choses à dire sur ce film-là, c'est tellement drôle. Continue dans ma lancée. Au fur et à mesure du soir, il y a des personnages qui s'ajoutent, des nouveaux éléments qu'on voit, donc on a parlé tantôt. Des noms périmés. Il y a je vais rendre un petit peu, mais je vais commencer, il y a un taco mexicain, qui est d'ailleurs lesbienne, qui est très drôle aussi. On a un tapas, arabe. On a un bang aussi, comme tu as dit tantôt, que c'était, c'est un acteur très connu, tu as dit qu'il le faisait, j'ai comme un petit plan. Le bang, c'est Edward Norton. Ah, c'est ça, exactement, Edward Norton, c'est très souvent qui fait un petit rôle comme ça d'un bang. Ben, il est quand même là souvent dans le film. Ouais, ben, il est pas là au début, mais dès qu'il arrive, il est là jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça, il apparaît de tout le au hasard. Ouais, ben, c'est ça, il était dans le panier d'épicerie, Ah, ben, c'est ça, pour le film part assez vite, dans le sens que, quand les associés de paix sont choisis, ils sont mis sur un bac d'épicerie puis ils partent. Puis là, il y a comme un party qui se fait là, comme si c'était réel, c'est un party puis les humains ne le remarquent pas. Ils font la fête, ils sont joyeux, puis ils font là au paradis. Puis, il y a, en parallèle, au début du film, on suit aussi un pot de moutarde. Ouais. Puis il revient parce que c'est un retour. Puis il revient puis il est dépressif parce qu'il réalise que le paradis c'est pas vrai. Puis là, il veut pas que personne le touche, puis il fait paniquer, puis il rechoisit. Puis là, il commence à laisser tout le monde, personne ne quoi, puis ils font la fête. Puis il commence à avoir une bagarre, puis certains animaux tombent en bas. Puis là, ils sont déçus parce qu'ils peuvent pas aller au paradis. Fait qu'ils tombent la saucisse, le pain et les autres aliments que j'ai dit. Puis ils se réunissent ensemble, puis cherchent un moyen d'aller au paradis. Puis dans leur quête pour aller au paradis, ils vont découvrir la vérité. Puis aussi, en parenthèse, à ce moment-là, c'est là que le méchant du film est introduit. Ouais, le Deus original. Qui est très... c'est très weird. Ah, écoute. Mais je tiens à préciser, par exemple, qu'il y a un des personnages principaux, qui est un des projets, un des produits non périmés, dans le fond. Ce qui est important de dire, c'est que dans le fond, il y a une manigance en arrière de tout ça. Et dans le fond, cette manigance-là fait que tous les éléments croient au ciel. Mais dans le fond, c'est pour cacher la vérité, pour que tout le monde soit heureux, finalement, afin de découvrir que tout le monde se fait manger, tuer, découper. Pour que les gens restent heureux, c'est un mensonge, c'est par un trio, des produits non périssables, c'est des produits sur eux depuis toujours. Puis, au début, à un moment donné, il explique l'origine du monde. Ils disent qu'au début, les gens avaient peur, ils étaient pas heureux, c'était la panique, ils essayaient de s'en feu, tout ça. Eux ont décidé de créer une histoire pour que les gens soient heureux jusqu'à leur dernier moment. Donc, comme ça, tout le monde est paisible, ils peuvent profiter de la vie. C'est comme une religion de nos jours, là. C'est juste pour emmener, la paix. Ben, c'est une critique religieuse. Clairement, là, on le voit clairement, là, parce que quand ils apprennent la vérité pis c'est pas vrai, ben, tu sais, on dit pas que les religions c'est pas vrai parce qu'on serait critiqué. Non, mais c'est comment je pourrais dire, c'est un petit coup de pied d'infophone qui représente juste pour dire, regardez, c'est peut-être comme ça. Tu sais, ils iront jamais directement dire. Ils poussent pas trop loin, ils laissent comme une petite ligne, là. Ouais, c'est très borderline, c'est très gris, man. Mais, pour revenir au méchant qui est très pertinent, j'ai pas compris c'était quoi exactement l'objet.
à un moment donné, quand il en parle vraiment, c'est quoi, j'ai compris, c'est comme tu disais, c'est Je crois que c'est une douche vaginale. Ouais, c'est une douche vaginale, c'est exactement pas trop sûr, mais en tout cas. Ben, il me semble que c'est ça que j'ai eu l'impression aussi. Ben, c'était une affaire ronde avec une boule, avec un bâton. Le méchant qui est légaliste qui n'est pas le paradis devient, il est méchant parce qu'il est pas heureux. Puis, il est blessé. Puis, il est comme une fissure, puis il commence à perdre son jus. Puis là, il décide de faire un choix moral. C'est ça, il décide de tuer des aliments pour se nourrir. Ouais. Et là, il prend une canne de jus, carton, puis il la boit, puis ça le renforce. Mais dans le fond, il a l'air de manger la bouteille de jus comme s'il faisait cunilingus. Exactement. Puis encore là, une autre raison sexuelle et vulgaire. Puis à ce moment-là, il réalise qu'il peut être plus en plus fort qu'Insinoué, donc c'est là qu'il commence au niveau élevé, puis son but, c'est de se venger de la saucisse puis le pain qui l'ont fait tomber du chariot. Donc là, c'est une course contre la montre. Ok. Et ça, j'ai bien aimé ces scènes-là. Je parlais pas de tous les films en détail parce qu'on peut pendant des heures. En même temps, c'est... Je sais un peu en parler parce que là, je vais pas tout dire aussi, je vais te laisser la chance. C'est gentil. Dans le fond, écoute, c'est une comédie événementielle comme on est habitué de Seth Rogen. C'est bien apporté. Il y a quand même un détail, il y a quand même un soin des détails. Puis dans le fond, c'est qu'est-ce qui fait qu'il rend le film aussi beaucoup amusant? C'est que tout produit a une raison et il exploite le produit en ce qu'il est. Comme le ketchup qui est très populaire. L'alcool, quand tu vas dans la section d'alcool, les bouteilles sont sur le party. Ouais, c'est party. Quand tu vas du côté mexicain, il y a un bar louche avec des... Et quand tu vas dans les falafels, il y a... En tout cas. Et Punch aussi, c'est qu'à un moment donné, le personnage qui incarne Seth Rogen, j'oublie son nom, c'est pas dur, mais il trouve un livre de recettes. Oui. Et c'est là qu'il comprend tout ce qui se passe, c'est que tout est un pur mensonge. Mais c'est vraiment bien, comment je pourrais dire, c'est drôle. Ouais, ben, j'ai vu comment c'est amené, c'est un livre de torture pour lui. Dans chaque page, il y a une image de la recette qu'il doit faire. Puis, tu sais, les humains voient la recette, voient la belle recette, mais eux voient des aliments mourir. Ouais. Puis il y a l'affaire, je passe d'une scène à l'autre. James Franco incarne un drogué. Oui. Un drogué qui prend la cristal meth. Non, c'est pas vrai, c'est du sel de bain. Du sel de bain, oui. Du sel de bain, il s'injecte du sel de bain dans le bras et écoutez, il n'y a pas de censure. Il se l'injecte, il hallucine bien raide, il réalise que les saucisses, c'est une autre dimension. On voit autre chose. Il est capable de voir des aliments et de leur parler. Ouais, puis ça finit tellement, la scène, ça finit tellement. Ben, la scène, on voit pas la fin tout de suite, parce que dans le fond, les animaux décident de se révéler contre lui. C'est contre les humains. Puis, dans le fond, après, on retourne dans l'épicerie, puis là, il est comme, la saucisse, il est comme complice, essaie de fuir le méchant. Puis là, il se cache en haut d'une rangée de produits. C'est à ce moment-là qu'on voit le vrai fonction de cette scène-là. Il y a d'une grille, il y a une tête qui tombe. Oui, et c'est la tête du drogué. Ouais. C'est l'autre, tu sais, quelqu'un qui dit, regarde, ils sont pas immortels, on peut les tuer. Tout simplement. Et ça devient une scène de torture, c'est des écoute, c'est rendu comme un film d'horreur. Tout le monde se fait massacrer dans l'épicerie. Ah, puis c'est des façons douloureuses. L'autre qui est le douche vaginal qui rentre dans le cul du gars. Ouais. Puis la saucisse, non, c'est ça, la saucisse, elle rentre pas dans le cul du gars. Bon, c'est le truc vaginal qui rentre dedans puis qui contrôle l'employé qui travaille là. Parce qu'il contrôle par la rectale. C'est tellement niaiseux. Oh, écoute. C'est vraiment stupide. Puis, écoute, sinon, est-ce qu'on sort tout de suite à la fin? Dans le fond, je pense qu'on va faire le tour. Je sais pas si j'ai bien aimé que je vais parler. Non, si on va parler des personnages, cette scène-là qui est quand même assez marquante. Oh oui, juste une mention notable au condom qu'on voit vers la fin du film quand la saucisse essaie de revenir à l'épicerie. Ça m'a vraiment perturbé. C'est une des choses le plus perturbées. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, il est souillé à terre, mais c'est très troublant. Encore une fois, on voit ici l'humour vulgaire. C'est très, 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 très cru. Non, mais c'est une des touches comme ça qu'on voit que c'est l'humour de Seth Rogen qui hésite pas à faire ce qu'il veut dans son film. C'est le fun parce que c'est rare aujourd'hui, tu vois, dans les gros studios qui font des gros blockbusters, laisser passer des films comme ça. Ouais. Puis je suis content parce que c'est rafraîchissant et c'est drôle. Ouais, non, c'est le mot que je voulais dire, c'est rafraîchissant. Ben, écoute, tu voulais parler de la fin, je vais te laisser commencer, t'as l'air de voir quelque chose. Un coup, les humains tout tués. Ouais. Le film, dans le fond, se base aussi sur le fait aussi que le personnage principal veut coucher avec le client qui a fait un paix avec Doug. Ben, je crois que c'est un paix avec Doug, c'est pas trop clair. La traduction me laisse des doutes. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, en bout de ligne, ça devient une orgie de malade mentale. Ça défonce de tous les bords, tout baisse, tous les aliments que vous pensez qu'il y a moyen de faire
vont baiser de cette façon-là, c'est cru en maudit. Écoute, c'est troublant. C'est vraiment troublant, puis ça, c'est pas comme si c'était 30 secondes. Non. C'est un il faut que ta scène elle part sec, puis elle finit sec, genre. Ouais, c'est vraiment cru, là, j'étais dans, parce que moi j'étais le voir sur le parc et ma blonde et moi étaient dans le véhicule, on était comme, oh mon dieu, c'est quoi ça? Alors, moi, je suis au cinéma avec des amis, puis j'ai regardé les amis, puis j'étais genre, what the fuck? C'est très trash. Très trash. Mais, au moins, le film filme pas là-dessus, faut préciser, là, Ouais, tu dis ce que je pense. Avec les visages. Oui, c'est ça, dans le fond, le film, encore une fois, va amener un autre élément encore hors commun des films d'animation. Il va, briser le 4e mur à la fin. Dans le fond, juste pour une parenthèse, il y a un passage qu'on a oublié de parler qui est important de préciser là, qui est une gomme mâchée. Oui, et Stephen Hawking en gomme. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est une gomme qui était dans un bureau de scientifique, il est devenu intelligent, puis il se promenait chez ce monde, puis il a créé une machine, il a découvert en fait qu'on est dans le multiverse, puis que dans le fond, tous les éléments qu'on nous sommes c'est des personnes humaines qui font leur voix. Ouais. Puis là, ils montrent sur un projecteur c'est qui les acteurs qui le font. Puis là, juste comme what the fuck, ils risent de leur propre nom. Ouais, c'est ça. C'est de l'autodérision. C'est de l'autodérision à la fin, vraiment surprenant. Puis à la fin, pour conclure ça encore plus absurde, il dit, on va aller les voir, j'ai créé un portail pour s'y rendre. OK. Puis là, c'est là qu'il y a un portail qui se crée. Puis là, le film finit là-dessus, ils partent à la rencontre de eux-mêmes. Écoute. C'est over the top. Écoute, ce film-là, il est inclassable, là, je veux dire. C'est surprenant comme une animation, là. La fin, j'y ai repensé, je trouve que c'est tellement... Est-ce que tu crois qu'on a fait le tour? As-tu quelque chose à ajouter, toi? Non, moi, je suis déjà prêt pour ma note, en fait. Ok, ben écoute, on va aller avec la note sans plus attendre. Toi, tu lui donnes quelle note sur 5 étoiles? Pour le troisième épisode, c'est la meilleure note que je donne actuellement. Je donne 3.5. C'est facile, là? 3.5 sur 5, facilement. Écoute... Mais j'ai hésité à mettre un 4. Ah oui, t'as hésité... Écoute, j'avais un pion toi, j'ai hésité entre 3.5 et 4. Et je tiens à ça, c'est 3.5. J'ai toujours de la misère avec film d'animation, mais celui-ci a réussi à me donner beaucoup d'équité film d'animation. J'ai apprécié mon moment, donc c'est pour ça que je donne un 3.5 pour tous les aspects qu'on a dit. Je le recommande évidemment, nous le recommandons. Écoutez, c'est un bon film. C'est du peu Seth Rogen. C'est ça. On peut juste vous le recommander. Exactement. Alors, sur ce, on va vous inviter à continuer de nous suivre, à rester à l'afflux. À l'afflux, ouais. À l'afflux, effectivement. À l'afflux. Bref. À liker notre page, à partager nos émissions, à parler autour de vous. Plus qu'on est connu, plus que ça va nous permettre d'être motivés à continuer, parce que si personne nous suit, c'est un peu dommage pour nous. On a quand même un public pour l'instant, mais on aimerait ça que... On veut augmenter notre fanbase, et je crois qu'à force de l'émission, on va améliorer l'équipement au fur et à mesure. Là, on est un peu pauvre vu que les études. Ouais. Mais sinon, vous pouvez suivre la page aussi. Vous pouvez suivre la page de la Ligue des cinémas sur Facebook et sur Twitter. On est fort sur Twitter depuis très récemment. Actuellement, on travaille de main forte pour que le podcast se ramasse sur iTunes. Oui, actuellement, il y a juste un épisode disponible à cause de certains problèmes techniques que nous arrangeons. Ça fait 2 semaines qu'on a reçu. Nous croyons être capables de régler ça. Oui. On est prêts. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et si vous voulez me suivre personnellement, vous pouvez me suivre à Twitter Max Tarion et sur Facebook par Max Tarion. Toi, est-ce que tu as d'autres choses à plugger? Ben, moi, je vais plugger 2 choses. Premièrement, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Mathieu Belcrébeau. Aussi, sur mon autre page, j'ai un autre projet j'appelle ça d'entertainment. On fait différentes choses, des sketchs, des critiques, des doublages. Ça s'appelle les poissons 3 étoiles. Je vous invite aussi à aller voir ça. C'est très intéressant. C'est d'autres projets que je fais avec d'autres amis. Mon collègue ici n'y participe pas encore. J'espère un jour qu'il va vouloir participer aussi. Mais c'est un autre sujet. Alors, sur ça, on étalera ça pas plus longtemps. On vous dit à la prochaine et bonne soirée. Et on se revoit pour un prochain épisode la semaine prochaine. Exactement. Au revoir. Au revoir.